les libres penseurs s'exprimer et nous parler du Liban. Et j'appelle de mes voeux la paix dans le monde. Voilà. Merci. Je voulais aussi, merci à toi. Et merci à la Libre Pensée 88 d'avoir organisé cette rencontre. Et je voulais aussi saluer la présence de Christian Tarantola qui se fait voilà, mais qui est quand même conseiller départemental et qui a accepté de venir, qui vient qui suit, qui, comme il me l'a dit, de presque fait la libre pensée. Alors je ne sais pas si tu veux dire un mot, Christian. Non, parce que je vais dire comme ma collègue, on est là pour écouter M. Sade. Merci. Moi, je veux dire qu'il ressemble à Victor Hugo. Et apprendre beaucoup. Ah, il paraît que tu ressembles à Victor Hugo, donc tu aurais toute ta place dans la libre pensée. Oui, mais je n'ai pas son talent. Il y en a d'autres. Oui. Donc, oui. José, si tu veux parler au nom de la ILP ou voilà. Alors, je voulais dire que Georges également est membre du Conseil international de l'ILP, donc il pourrait aussi en parler. Bon, j'espère qu'il en parlera à sa façon, hein, de son angle de vue. Donc, l'ILP, c'est une association qui s'est constituée en 2010. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre le relais de ce qui existait il y a très longtemps, c'est la Fédération internationale de la libre pensée. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui nous semblent aujourd'hui naturelles, comme la liberté d'expression, critiquer les religions, vous voyez, c'est des choses, c'est naturel. Mais à une époque, c'était pas du tout, c'était très mal vu. Et donc, vous étiez mis au banc de la société quand vous exprimiez un point de vue contraire à l'ordre en place. Et donc cette liberté d'expression, et la liberté de conscience, la liberté de critiquer la religion, elle a été acquise par des luttes menées notamment par des libres penseurs, pas seulement. Hein, on n'a pas la prétention de... Il y a eu également des protestants, il y a eu tout un tas de courants religieux, y compris qui se sont battus pour exister face aux religions dominantes. Donc, je ne prétends pas ici dire que la démocratie est le produit de la libre pensée. Elle participe avec d'autres courants à l'exercice de la... C'est une organisation de la démocratie politique, on va dire. Comme d'autres, le Cantorian, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, vous voyez tout ce milieu républicain qui existe dans tous les départements, qui est bien implanté. Donc, voilà. Donc, au moment où on a reconstitué l'Association internationale de la libre pensée, c'était à un moment particulier où on ressentait justement tout ce qu'on est en train de traverser actuellement, une résurgence de fanatisme, d'extrémisme religieux, et donc la nécessité de regrouper au niveau international des militants à titre individuel, des organisations pour exprimer des points de vue humanistes, laïques et rationalistes, y compris, parce que ça en fait partie. Alors c'est ainsi qu'on a des camarades libanais, on a des camarades indiens, australiens, néo-zélandais, américains, latino-américains, en Argentine, au Chili. Et donc, ça donne des congrès particuliers. Ce pas des congrès politiques, ce pas des congrès syndicaux, mais on y discute de choses qui sont le quotidien de milliards d'individus, qui est comment vivre sa foi ou sa non-foi dans une société libérée de la contrainte et de l'oppression. Et ça prend des formes extrêmement diverses dans le monde. Donc, en France, nous, on a la loi de séparation. Bon, ailleurs, ça prend d'autres formes. Alors, au Mexique, mais dans certaines sociétés, il n'y a pas la séparation, mais ça a pris une forme subtile qui fait que les gens arrivent quand même à organiser leur vie en fonction de leurs croyances ou de leur non-croyance. Donc l'ILP, c'est ça. Et donc, on va tenir notre prochain congrès au mois d'octobre à Lyon-Grenoble, à Lyon et à Grenoble, autour de deux thèmes, qui est la question des crimes des églises. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans les institutions privées, Betaram et tout ce qui sort quotidiennement. Donc,
c'est un problème mondial, hein, aux États-Unis, en Amérique latine. Il y a des crimes sexuels dans tous les pays du monde couverts et qui sont comme ça, comment dire, dans l'impunité totale. La justice ne passe pas par là. Hein, si vous êtes criminel sexuel, il faut vraiment vous engager dans une religion établie, vous êtes tranquille. Hein, en gros, hein, parce que même en France, si vous regardez bien, il n'y a rien qui se passe, quoi, hein, il y a beaucoup de scandales, mais dans les faits. Donc on va faire un congrès international là-dessus, pour voir comment faire avancer le sujet. Et le deuxième sujet qui est très lié à la situation, c'est la solidarité internationale entre organisations de libre pensée. Comment on fait pour arriver à s'entraider, hein, c'est pas uniquement une entraide matérielle, c'est une entraide entre guillemets politique, des arguments, des échanges écrits, des débats, hein, c'est ça l'entraide. Comment on fait pour élever tout le monde grâce à l'aide du voisin. Voilà, donc c'est ça dont on va parler. Donc on va probablement... Luc a parlé de meeting de fin d'année à Japy. Bon, il y aura une part internationale aussi là-dedans, dans ce meeting. Bon, moi, Georges, je l'ai connu dans les réunions de l'AILP, puis il est là depuis le début. Mais je ne vais pas voir la salle. Et donc, je vais effectivement lui laisser la parole. Donc, ça va. Il m'a dit qu'il va faire une conférence de 30 minutes, c'est ça que tu m'as dit. Oui, même moins. Oui, pour laisser ensuite le débat s'installer. Par contre, je précise, quand il est libre penseur, mais il est communiste libertaire. Donc voilà. Donc je remercie les quelques communistes libertaires qui ont accepté de venir aussi à cette. Voilà. Il pourra peut-être d'ailleurs en dire deux mots. Voilà. Mais voilà, pour montrer que dans ce milieu-là, on a un certain nombre de. On a des nuances politiques différentes, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Voilà, donc je te laisse la parole et puis peut-être te représenter si tu le souhaites. Ok, merci Luc. Je vais d'abord vous remercier pour votre présence, surtout les élus de Gérardmer, l'adjoint du maire et monsieur l'élu de Conseiller. Oui, merci beaucoup, franchement. Puis pour tout le monde, je remercie particulièrement mon ami Arias et Luc, parce que sans eux, je ne serais pas ici. José a beaucoup fait pour que je vienne à Gérardmer. Sinon, j'étais invité par la Libre Pensée Suisse romande, donc, où j'ai fait là-bas une petite conférence aussi. Ce que je compte faire, c'est donner une vue panoramique un peu sur la situation au Liban, très rapidement, pour laisser le temps pour un débat qui sera le but. C'est-à-dire s'il y a des questions, tout ça, parce que le Liban, pour certains, ils ne connaissent pas le Liban. Donc c'est normal de laisser plus de temps pour les discussions. Et je vais aller rapidement sur certaines choses. Le Liban, c'est un tout petit pays dans le monde arabe. C'est un pays, on peut dire, de création française. On était sous mandat français. Le général Gouraud, en 1920, a fait ce qu'on appelle le Grand Liban. Il aurait mieux fait de faire un Liban à la Monte Carlo, parce qu'il n'avait pas pensé que... Il a fait un grand Liban, c'est-à-dire la montagne libanaise avec la présence chrétienne très forte, en y joignant le sud, la Mecca et le nord, où il y a beaucoup de musulmans. Donc il devait s'attendre à ce qu'un jour ça allait exploser, étant donné que dans l'islam, la religion et l'État, ça fait un, et les musulmans, quand ils sont majoritaires, il faut qu'ils gouvernent par l'islam. C'était assez aventurier comme projet. La preuve, tous les 5, 15 ans, tous les 20 ans, on a une guerre. La dernière, c'est la guerre civile de 1975. Actuellement, le Hezbollah et Israël, bon, le Hezbollah, on ne va pas parler de la géopolitique, vous connaissez ces questions plus que moi, mais grosso modo, le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran, et qui est fait dont les militants sont des chiites libanais, il fait partie intégrante de la société libanaise. Seulement, il a un plan qui est très différent, soutenu par l'Iran, lutte contre Israël,
beaucoup d'armes, beaucoup d'argent. Il est devenu plus fort que l'armée libanaise. Et donc c'est un État dans l'État. C'était une situation insupportable. Et là actuellement, donc avec ce qui s'est passé avec Hamas, avec leur attaque contre Israël, le 8 octobre, donc le Hezbollah envoie ses missiles en Israël. Et finalement, il n'a pas calculé le pauvre, le leader du Hezbollah qui est mort maintenant. Il n'avait pas bien calculé que le rapport des forces, c'est complètement du côté d'Israël. Où est-ce que tu vas? Du coup, des destructions pas possibles, une centaine de villages qui sont détruits complètement, beaucoup de tués, mais surtout des gens du Hezbollah, mais des civils, des enfants, tout ça. Ils ont tué la plupart de la direction du Hezbollah, une quarantaine. Ils les suivaient dans la cuisine et ils tuaient juste le bonhomme parce que techniquement, Israël est très évolué. Je ne prends pas position, mais je dis qu'au moins, tactiquement, il ne fallait pas faire cela. Actuellement, on a un gouvernement, les gens, paradoxalement, ils sont soulagés parce que il n'y a plus le Hezbollah qui est État dans l'État, il est très faible maintenant. On a élu un président de la République, on a un nouveau gouvernement qui essaie de rétablir les choses pour que le Liban revienne un peu à son passé, la suite du Proche-Orient, le Liban pro-français, où il y a vraiment beaucoup de gens intellectuels, etc. Donc essayer de revenir à cela et ne pas vivre dans la culture de la mort, comme on dit au niveau du Hezbollah. Donc maintenant, les choses commencent à évoluer dans le sens positif, on va dire. Je vais passer très rapidement sur des choses que je trouve plus intéressantes que la situation géopolitique, qui change complètement tous les jours, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau économique, surtout que mes engagements sont dans ce domaine pour qu'il n'y ait pas vraiment de différence dans les classes sociales, qu'il y ait égalité entre les gens, etc. La situation économique. Au Liban, on vit une crise incroyable depuis 7-8 ans. La livre libanaise, il y a eu une grande dévaluation de la livre libanaise, telle que les salaires ont perdu à peu près 90% de leur pouvoir d'achat. 90%. Pourquoi? Bon, très rapidement, très vulgairement, on va dire, les banques privées, les banques libanaises ont prêté à la Banque du Liban leur argent. La Banque du Liban a donné cet argent à l'État qui avait besoin. Messieurs les députés, les ministres, les voyous ont tout dépensé. Donc, on ne pouvait plus rendre l'argent à la Banque du Liban. Et du coup, c'est le dollar qui a pris le dessus et la livre libanaise est tombée dans l'eau. À peu près ça. C'est un peu l'affaire Ponzi, si vous connaissez. Monsieur Ponzi, c'est... Non, mais ça t'explique. Oui, Ponzi, c'est un anglais, non, je pense. C'est celui qui demandait aux gens de donner leur argent avec des gros intérêts. On donnait 100 francs, on a 30% à la fin de la semaine. Alors tout le monde venait donner des sous. Puis mais après, je veux dire, mathématiquement, ça ne peut pas continuer. Un jour ou l'autre, il va y avoir la plus grosse partie de gens qui vont donner des sous, mais il n'y aura plus derrière les gens qui vont... voilà, donc c'est un peu ça ce qui est passé au Liban. Donc des situations économiques vraiment difficiles. Moi, je me demande parfois comment les gens arrivent à vivre. Moi, je travaille à droite, je traduis et tout ça. J'ai un salaire parce que j'étais professeur. Il y en a qui vivent avec $200 seulement, alors que la vie est aussi chère qu'en France. Donc, situation économique très difficile. À cause de quoi? À cause, comme on a dit, de la corruption et du secret bancaire. Le Liban est un peu plus roi que le roi. Il veut faire comme la Suisse. Le secret bancaire. Mais la Suisse a changé. En 2000, ils ont changé. Maintenant, il n'y a plus le secret bancaire comme jadis. Le Liban, on est resté au même endroit. Donc, personne ne sait, personne ne peut avoir accès aux comptes des voyous. Lorsqu'il y a eu, avant qu'il y ait eu d'évaluation de la livre, beaucoup ont envoyé leur argent en Suisse, en France, etc. Donc, ils savaient, c'est les gens du pouvoir, à cause du secret bancaire. Alors maintenant, on vient d'adopter une loi, j'espère que les choses vont
s'améliorer. On vient d'adopter le mois dernier une loi qui, à mon avis, puisse changer les choses. On a eu au Liban ce qu'on appelle le mouvement du 17 octobre 2019. Il y a eu un mouvement vraiment très important, révolutionnaire. Tout le monde, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette révolution au Liban. C'est dire que parfois les choses, quand on me demande pourquoi tu dis que la laïcité va régner dans tout le monde, c'est complètement t'es fou, quoi. Et ben moi je dis non, les choses vraies peuvent arriver sans qu'on sache à l'avance comment ils sont arrivés. Donc c'est ce qu'on appelle le saut qualitatif. Quand il vient, on ne sait pas comment. C'est un peu l'esprit de la révolution et de la spontanéité chez Bakounine, tout ça. Donc le mouvement du 17 octobre, vraiment, c'était un moment très important. Une nouvelle génération, druzes, grecs orthodoxes, maronites, toutes les confessions, des réclamations laïques complètement. Ils sont tous contre les gens du pouvoir, avec le slogan « Kullun », c'est-à-dire tous. C'est-à-dire tous. C'est ça le slogan de ces manifestations. Donc vraiment, là, il y a eu des choses très importantes. C'est un phénomène étudié, c'est un peu 68 en France, en petit. Le résultat, c'est que, malheureusement, ils sont toujours là, les gens du pouvoir. Mais il y a eu des changements. Dans le Parlement actuel, nous avons 7 à 8 députés, comme la France soumise en France. C'est-à-dire, on les appelle les changements si vous voulez, c'est-à-dire taïrines, c'est ceux qui veulent changer les choses. Une nouvelle génération de députés, c'est grâce à ce mouvement, à mon avis. Donc, en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que avec cette révolution, la légitimité de l'État a été ébranlée, qu'on le veuille ou pas. Et j'espère que ça va continuer. Nous avons, depuis 1990, une haute cour de justice pour le jugement des présidents et des ministres. On a fait ça en 90. Jusqu'à maintenant, cette haute cour n'a rien fait. Après l'explosion de Beyrouth du 4 août 2020, eh bien, le Parlement a bougé et il a élu les 7 députés de cette haute cour. Parce que depuis 90 jusqu'à maintenant et jusqu'à 2020, il n'y a rien eu. C'est de l'encre sur papier seulement. Là, on a élu ces députés, mais jusqu'à maintenant, on attend les 8 autres qui sont les 8 juges pour faire cette haute cour. C'est juste pour vous dire qu'on a une haute cour qui doit juger les présidents et les grands voyous, il n'y a pas un autre terme, et ben, elle ne fonctionne pas. C'est important de le savoir, c'est tout. Le confessionnalisme, le Liban c'est un pays confessionnel. C'est-à-dire, à mon avis, les gens croyants sont très nombreux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les gens croient en Dieu, surtout chez les musulmans, si vous voulez. Ils croient en Dieu, en parlant à la longueur de la journée, on va dire Dieu. S'il réussit, c'est Dieu. S'il rate, c'est Dieu. Si c'est à moitié, c'est Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est Dieu. Et on ne peut rien faire avec ça. Donc, les gens sont croyants. C'est un pays confessionnel dans lequel il y a 18 communautés religieuses, avec leurs tribunaux religieux, mais pour le statut personnel seulement. C'est-à-dire qui jugent du divorce, du mariage, de la pension alimentaire, de l'héritage, etc. Ok, mais en attendant, c'est très important, parce qu'on nous dit, mais écoute Georges, le statut personnel, c'est les tribunaux religieux, c'est juste pour le statut personnel, nous sommes un pays laïque. Moi je dis, mais c'est vraiment dangereux qu'un cheikh ou qu'un curé juge si je dois divorcer ou pas. Non mais finalement toute la vie de quelqu'un, c'est la vie avec quelqu'un s'il y a amour ou pas. Alors on va lui dire, on va l'obliger à rester, ou à elle ou à lui, parce qu'ils n'ont pas le droit de divorcer chez les chrétiens. Chez les musulmans, ils peuvent se marier avec jusqu'à 4. Et avec ça, on nous dit, mais c'est rien, ça c'est juste pour les affaires privées. Mais c'est toute la vie des gens, c'est des affaires privées. Voilà. Donc c'est important et il faut absolument laïciser pour aller vers le mariage civil. Maintenant, le problème, c'est que le juge libanais,
si vous voulez, que font les jeunes maintenant pour faire face à cela? Ils se marient civilement. Ils vont en Turquie, en Chypre ou en France. Ils se marient civilement. Parce que la loi libanaise admet tout à fait le mariage civil et admet les effets de ce mariage au Liban. Le juge applique les effets de ce mariage. Attends, c'est une situation paradoxale. Pourquoi? Puisque tu admets les effets de ce mariage, pourquoi on ne l'établit pas au Liban? Bref, on n'a pas de mariage civil au Liban. Il faut se marier ailleurs pour pouvoir appliquer les effets de ce mariage au Liban. Bon, je vais passer sur ça. Alors, dans le monde arabe, on a dit régime confessionnel, tribunaux religieux, mais aussi le partage des grandes responsabilités, il est confessionnel aussi. Le président de la République chrétienne, chef du gouvernement sunnite, le président du Parlement chiite. Deux, les directeurs généraux, tous les grands fonctionnaires sont aussi pris sur le critère confessionnel. Et quand on dit critère confessionnel, c'est-à-dire sectarisme, c'est-à-dire on doit tout le temps être proche du patriarche pour pouvoir avoir une confiance. Moi-même, j'étais doyen. Et une fois, ils ont dit, bon maintenant, moi j'étais doyen par intérim, une fois ils ont dit, bah maintenant, le président de l'université va nommer, donc via le gouvernement, des doyens véritables. Tout le monde venait me dire, Georges, tu es grec orthodoxe. On va faire, parce qu'il voulait que je reste doyen, il voulait que je fasse visite au patriarche des Grecs orthodoxes. J'ai même oublié son nom. Pour moi, c'était impossible. Aller moi chez le patriarche pour lui dire que moi j'ai envie de devenir doyen. C'est ça. Donc ça fausse tout. Ça amène la corruption, etc. Pour un petit mot sur le confessionnalisme dans le monde arabe. Eh ben, dans le monde arabe, c'est catastrophique. Dans tous les pays arabes, sauf peut-être la Tunisie, il n'y a pas longtemps, il y a eu un changement, je crois. Dans tous les pays arabes, soit la religion, c'est-à-dire l'islam, est la religion de l'État, soit l'islam est la première source de législation. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est l'islam qui gouverne. Et lorsqu'on sait que dans le Coran, le religieux, c'est lui qui gouverne en politique, c'est-à-dire tout ce qui est non-musulman, il est citoyen deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Donc on peut même pas parler de confessionnalisme, il faut parler de répression religieuse dans le monde arabe. Au Liban, il n'y a pas une religion, il n'y a pas le christianisme, religion d'État ou l'islam, c'est vrai. Donc c'est un peu laïque. Il y a seulement le partage des grandes responsabilités. Mais avec la présence des tribunaux religieux, donc c'est un pays, on peut dire, il y a un peu de laïcité, mais c'est un pays confessionnel. Dans le monde arabe, c'est des pays plus que confessionnels. C'est des pays... Non, c'est le chocolat. C'est des pays, dans les pays arabes, c'est des pays complètement religieux. Et bon, une situation insupportable. Bon, je vais passer très rapidement on ne va pas parler de la guerre, tout ça, on va parler de choses plus intéressantes que je vais arrêter. Je vais parler de la décentralisation et du fédéralisme. Au Liban, il y a un problème confessionnel, un problème de chrétiens qui deviennent minorité par rapport à une majorité musulmane au Liban et à une majorité musulmane qui les entoure dans tout le monde arabe. Donc ça fait peur. C'est normal, moi je légitime tout à fait la crainte des chrétiens de l'avenir. C'est normal. Maintenant, de là à dire qu'on partage leur fantasmagorie sur les saints et leur comment on dit, ajaïb, c'est-à-dire ce que font les saints, c'est du n'importe quoi. Donc, non, mais il faut savoir que cette crainte est légitime. Il y a une crainte de la majorité musulmane. Alors, qu'est-ce qu'on propose actuellement? On propose la décentralisation poussée au niveau du travail municipal, par exemple. On propose une décentralisation poussée, c'est-à-dire que les chrétiens dans leur région puissent décider même des langues dans les écoles, puissent décider
dans les quartiers chrétiens, ça danse, ça picole, c'est comme à Paris, quoi. Donc, c'est eux qui doivent décider dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte qu'il y ait une certaine, au niveau géographique, au niveau démographique, et que cela s'arrête. Donc, ils réclament maintenant la décentralisation poussée, qui n'a pas été appliquée jusqu'à maintenant. En même temps, il y a des chrétiens qui demandent carrément le fédéralisme. C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire comme en Suisse, il y a un équilibre linguiste et confessionnel et que ça marche bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire, en quelque sorte, c'est la partition du Liban. Et il y en a qui demandent maintenant de manière courageuse que le Liban, il n'y a qu'une solution, c'est le fédéralisme, c'est-à-dire à peu près la partition du Liban. Évidemment, du côté musulman, cela n'est pas accepté, parce qu'ils sont majoritaires, alors ils ne vont pas accepter qu'il y ait à côté d'eux un État presque indépendant et pro-israël, parce que les chrétiens sont soupçonnés d'être pro-israël. Et d'ailleurs, c'est tout à fait vrai, moi je peux le dire, bon, ça je ne le dis pas peut-être au Liban n'importe où, mais il est tout à fait normal que les chrétiens soient pro-israël lorsqu'ils sentent qu'il va y avoir un jour un régime musulman qui va en faire des citoyens seconde zone, ce qui leur rappelle ce qu'ils vivaient au temps des Ottomans, ou ce qu'ils vivent actuellement dans les pays arabes. Dans les pays arabes, un chrétien ne peut jamais accéder à des grands postes, dans tous les pays arabes. Donc c'est normal que Israël, le diable, n'importe qui puisse aider les chrétiens, ben ils sont pour. C'est pour ça qu'ils sont soupçonnés d'être pro-Israël. Et à mon avis, cela est un fait. Dans une certaine mesure, cela est un fait. Maintenant, il y a quelque chose qui fait encore plus rire, c'est que les musulmans sunnites qui ont toujours été pro-arabes, pro-cause arabe, pro-Abdullah, etc., actuellement, il y en a qui demandent aussi une fédération pour les sunnites dans le nord du Liban. Et il y en a un, Walid Barin, un député, qui a surpris tout le monde en disant « Moi, je suis pro-Israël et je voudrais faire une paix avec Israël ». Donc, c'est pour vous dire que les choses commencent à changer à cet égard et la proposition fédéraliste devient de plus en plus réelle. Maintenant, est-ce qu'elle va s'appliquer ou pas? J'en sais rien. Moi, je dis que les propositions fédérales sont comme à la bourse. Elles montent et elles descendent selon le contexte. Plus les chrétiens sentent que la peur arrive d'une majorité musulmane, et ben là, ils vont vers le fédéralisme. Lorsqu'ils sentent que cette majorité va pouvoir vivre dans une certaine laïcité, la réclamation du fédéralisme va baisser. Donc, à mon avis, ça monte, ça descend, et d'ailleurs, partout c'est comme ça, même en France, dans une certaine mesure, avec les Bretons, etc., dans une certaine période, c'était un peu la même chose. Encore deux, trois choses, et j'arrête. Le statut de la femme libanaise, très rapidement, en comparaison, la femme libanaise est très libérée, en comparaison aux pays arabes. Il a eu le droit de vote, il a eu le droit de l'héritage, parce qu'avant c'était la moitié de l'homme. Ça reste chez les musulmans et chez les chrétiens, maintenant c'est à égalité. Au niveau de l'adultère, ils ont éliminé la loi qui parle de crime d'honneur. Il y a maintenant un numéro rouge pour les violences conjugales. On a signé au Liban, on a signé en 1996, n'est-ce pas, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme. C'est une convention de l'ONU. On a signé ça aussi, mais avec une réserve. Le Liban a mis une réserve qui concerne le statut personnel. C'est-à-dire, nous, on est d'accord avec l'égalité parfaite et tout, mais s'il vous plaît, pour le statut personnel, nous, on a des réserves. Mais c'est beaucoup. Pour le statut personnel, c'est-à-dire, c'est le code de la famille c'est-à-dire, même quand il y a de la violence, eh ben, ils vont dire, c'est dans l'évangile, comme quoi les hommes sont supérieurs, et chez les musulmans, c'est pire. Donc, ça existe chez les chrétiens. L'homme est la tête de la femme, ça existe littéralement. Et chez les musulmans, c'est encore pire, c'est Arijal ou Qawamu, c'est-à-dire ils ont le dessus, etc. Un mot sur la gauche au Liban. La gauche a régressé beaucoup, surtout la gauche communiste, socialiste, etc. Pourquoi? Parce que, vous le savez plus que moi, après la chute du mur de Berlin,
et la victoire, soi-disant, des conceptions à la Huntington sur la fin de l'histoire, etc. Soi-disant, c'est le libéralisme qui gagne, c'est le capitalisme, etc. Nous, on a ramassé la même chose parce que l'Union soviétique n'était plus là pour aider les communistes et donner de l'argent et les étudiants qui allaient faire leurs études en Union soviétique. Donc ça a régressé. D'une part. D'autre part, le contexte régional, avec la Syrie et Bachar al-Assad, le grand dictateur, qui a envahi le Liban aussi, etc. Et ben, les communistes, bon, d'une part, on peut les excuser un peu, mais d'autre part, à mon avis, ils ne sont pas excusables, étant donné qu'ils sont allés dans des complicités, et avec le régime de Bachar al-Assad, et avec le Hezbollah pro-iranien. Et il paraît, on dit, mais moi j'y crois, qu'il y a eu aussi de l'argent, du financement. Du PC. C'est pour ça que le PC n'est plus maintenant vraiment visible. Mais à mon avis, les communistes existent. Il y a beaucoup d'athées au Liban. Et un jour ou l'autre, dans un contexte quelconque, comme maintenant, si les choses continuent à évoluer comme ça, à mon avis, la gauche va de nouveau donc, prendre des forces. Dernier mot sur la laïcité. Le Liban, est-ce qu'il peut adopter un jour la laïcité totale? À mon avis, oui. Et à mon avis, c'est la seule solution pour le Liban. Moi, je le dis toujours sur ma page Facebook, etc. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas aller et gagner du temps? Changer la constitution et rétablir la laïcité totale. Pourquoi? Parce que là, il y a un problème aussi entre chrétiens et musulmans. Les musulmans proposent, pour finir avec le confessionnalisme, ils proposent la suppression du confessionnalisme politique. Et ça, c'est vu dans les accords de Taïf de 90. C'est-à-dire, on ne prend plus les fonctionnaires et les employés et tout ça selon le critère confessionnel. C'est une bonne chose en soi. C'est-à-dire, il y a un concours, on ne dit pas 5 musulmans, 3 chrétiens, etc. Mais en attendant, c'est une chose qui ne peut jamais arriver au Liban, qui ne peut jamais être, qui n'est pas réalisable. Pourquoi? Parce que qui dit suppression du confessionnalisme politique dit il va y avoir plus de fonctionnaires musulmans et rien ne garantit aux chrétiens qu'un jour il ne va pas y avoir renversement du régime. Alors que font les chrétiens ici? Là, il y a deux choses. Soit le patriarche, et par malignité, il va dire non, nous on propose la laïcité totale. Il sait tout à fait que les musulmans vont hurler, ne vont pas accepter. Soit il y a des propositions qui sont plus ou moins acceptables, mais pour la laïcité elle est amalgamée avec l'athéisme. Quand on dit laïque, c'est-à-dire athée, et les gens ont peur de ça. Quant à la suppression du confessionnalisme politique, les chrétiens proposent, enfin nous, la gauche aussi, moi personnellement je propose cela. Je dis, moi je suis pour la suppression du confessionnalisme politique, mais pour que les chrétiens aient confiance, les chrétiens ou les athées aient confiance en les musulmans, eh ben, on va mettre en place un mariage civil optionnel. Un mariage civil, c'est celui qui veut se marier civilement, il peut le faire. Et bien les musulmans ne vont pas accepter. Lorsque les musulmans n'acceptent même pas le mariage civil optionnel, c'est-à-dire qu'on a peur de fonctionner avec eux sous la suppression du confessionnalisme politique. Parce que rien n'interdit qu'un jour ils vont faire... Moi, en rigolant, j'ai proposé une fois, je dis, moi je suis pour la laïcité totale, avec une aide internationale, et pour garantir aux chrétiens que cette laïcité... Parce que les chrétiens, même s'il y a laïcité totale, ils ont toujours peur que cette majorité musulmane, comme Erdogan maintenant, alors moi j'ai proposé, en guise de plaisanterie, qu'il y ait des forces de l'ONU gardiens de la laïcité, pour que les chrétiens prennent confiance. Donc, à mon avis, d'une part, la laïcité est la seule solution, pas seulement pour le Liban, pour le monde arabe aussi. Maintenant, à me dire quand il y en a qui vont dire mais c'est fou ce que tu dis, c'est pas possible. À mon avis, ça va arriver et il n'y a que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui changent dans le monde arabe qui sont étonnantes. Pourquoi ne pas admettre qu'un jour ça va arriver? En Arabie Saoudite, il y a 1 million d'athées actuellement.
En Arabie Saoudite, avec le fou, là, Mohammed Ben Salman, qui ne peut plus supporter l'islam fondamentaliste, il s'ouvre, le voile n'est plus exigé. Justin Bieber et les danseuses américaines complètement nues, elles sont là avec les Saoudiennes aussi. Non mais c'est vraiment, c'est étonnant. Moi je dis, lorsqu'il y a une évolution de cette manière, pourquoi ne pas envisager qu'un jour, il va y avoir une conscience chez les gens. Les gens maintenant avec Internet, ils connaissent tout. Donc un jour, il va y avoir une révolution et il va y avoir une laïcité. Et donc la libre pensée va avoir raison lorsqu'elle a dit depuis très longtemps que la laïcité, c'est la seule solution, séparer la religion et l'État et garder, que les individus gardent leur religion, leur rapport avec Dieu chez eux. Mais l'espace public, il faut la laisser ailleurs. Je termine en disant, il fallait que je me présente au début, mais je me présente à la fin. Moi, j'ai fait mes études en France, j'ai fait ma licence en droit à Lyon et j'ai continué un doctorat, puis mais je suis parti au Liban et j'ai enseigné pendant 25 ans, j'étais doyen à la faculté de droit, etc. Mais je voudrais dire que moi, c'est en France, je suis venu avec l'esprit de gauche, communiste, etc. Mais c'est qu'en France où j'ai flashé, j'ai flashé sur la photo de Bakounine et de Marx. C'était un petit collectif d'alternatives libertaires dans une exposition anarchiste. J'ai vu ça, j'ai trouvé que c'est pas mal. Donc, essayer d'allier les deux. Puis après, j'ai adhéré à l'UTCL, à l'Union des travailleurs communistes libertaires, avec Daniel Guérin qui était vivant. Moi, j'ai traduit de Daniel Guérin son livre L'anarchisme qui a été édité en arabe. Donc, c'était pour dire très rapidement que le communisme libertaire, moi, je l'ai épousé en France. Et là, je ne peux que citer par reconnaissance, que citer quelques noms d'amis à moi qui ne sont pas universitaires, mais qui sont, moi, je les considère comme un maître à penser. Laurent Sadoc, un beaucoup plus jeune que moi, mais vraiment quelqu'un qui est actif, qui travaille beaucoup. Jean-Luc Dupriez aussi, comment il s'appelle, Jean Fontenis, qui a écrit des choses. Ça, c'est par rapport au communisme libertaire. Par reconnaissance aussi, je ne peux que citer des noms de gens que je considère vraiment qui ont joué un rôle important dans ma vie. Christian Echen, le grand Christian Echen, Michel Gaudichaud, Jean-Sébastien Pierre, le président, mon ami Luc maintenant, José. Vraiment, c'est des gens, les libres penseurs, c'est des gens honnêtes, modestes. Donc, je ne peux pas ne pas parler de cela. On a fait un colloque en 2012 au Liban, un colloque avec les libres penseurs. D'ailleurs, le livre, il est là en arabe et en français. On a eu évidemment des réactions pas très dociles par rapport à ça. Et là, on a envie actuellement de refaire un autre, peut-être prochainement au Liban. José essaie il va dans ce sens, je crois, il a envie de faire quelque chose par rapport à un colloque au Liban. Je vais remercier particulièrement donc, de nouveau José Arias et Luc Neuhauser. Et j'espère que nous allons collaborer dans d'autres projets aussi avec le Liban. Pour Luc, la libre pensée, pour la libre pensée à Gérard Maire, je reconnais que à vous voir comme ça, c'est vrai que on vous aime beaucoup et on a envie de rester avec vous parce que c'est des gens vraiment des gens d'une qualité vraiment supérieure, comme on dit. Pour le Liban, dans mes temps rouge foncé, lorsque j'étais un peu dans l'extrémisme marxiste, etc., je disais il faut supprimer ce pays parce que la bourgeoisie est dégueulasse, etc. D'ailleurs, elle l'est toujours. Et maintenant, avec le recul, je dis le Liban, il faut le garder, il faut le conserver. C'est vrai que c'est un peu un joyau de liberté dans cet océan islamique. Il faut l'aider, ce pays, parce qu'il est entouré de beaucoup de fanatisme religieux. Et rien que de voir durant le Ramadan, lorsque vous êtes au Koweït par exemple, moi j'ai travaillé au Koweït, durant le Ramadan, vous passez un mois horrible. Vous ne pouvez pas sortir, il n'y a pas de café ouvert. Mais attendez, non, le Liban, c'est pas comme ça. Le Liban, c'est un peu la France dans ce Proche-Orient. Je parle évidemment, j'exclus les partis qui sont très fondamentalistes, etc.
Donc il faut garder ce pays, il faut aider ce pays et le bénir, mais pas avec les bénitiers de l'Église catholique, avec les bénitiers de la Ligue française de Gérard. Merci beaucoup. D'entamer le débat, simplement, on a mis 2 livres à disposition qui sont très importants. C'est La libre pensée dans le monde arabo-musulman, que la libre pensée donc, a rédigé. C'est un livre remarquable, parce que, ce qu'on a dit justement Georges, d'ailleurs, l'a traduit en arabe. Bon, il est pour l'instant, on n'a pas réussi, on n'a pas recueilli les fonds nécessaires pour... il existe en version électronique. Voilà, mais voilà, c'est pour que le monde arabe puisse entendre les gens, parler notre langue. Et il y a un autre livre qui est important dans le cadre actuel de ce qui se passe, judéicité, je ne sais plus le reste du Et puis il est au fond aussi par rapport à la question du conflit actuel. Voilà. Il y a un projet de c'est vraiment 2 livres très intéressants qui reciblent vraiment tout. Voilà. Donc je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à Georges. Alors moi, avant de passer à autre chose, pour ma page Facebook et pour vous, pour Luc, je voudrais juste une photo pour toute la salle avec moi. Monsieur, si vous pouvez ou alors vous, quelqu'un qui puisse prendre une photo pour toute la salle, avec, ou de l'extérieur, ou de derrière, là-bas, peut-être. Je prête mon appareil photo. Juste pour la mettre sur, faire un pub pour cette rencontre. Par contre, il faut sourire. Voilà. Tu veux qu'on se mette tous du même côté pour faire plus de... Oui, parce que ça fait. Ouais, parce que je ne peux pas voir tout le monde là. Oui, bah, je sais pas, tu fais tous Si vous pouvez venir à la raison. C'est bon, juste pour la photo tout le monde. Oui, de ce côté-là, ça prend place. Comme ça, je pourrais mettre tout le monde. Et après, vous vous remettrez à votre place. Après, vous êtes obligé de rester à votre place, je sais pas si. Je vous Comme ça fera comité soviétique. Tu viens du oui, vous pouvez regarder aussi ceux qui sont assis. Ouais, ça fait mieux. On te regarde ou pas? Ah oui, ça fait joli. Vous n'êtes pas obligé, hein. Oh, mais c'est pas ici. Vous souriez, merci. Ça marche ou pas? Ouais, les jeunes générations savent maîtriser les nouvelles technologies. Eh bien, vous êtes magnifique, c'est parfait. Merci. Voilà, En tout cas, déjà, je tiens à les envoyer les photos. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, je remercie Georges pour cet atelier très pertinent, très intéressant, parce que je ne savais pas autant de choses du niveau. Pardon. On Oui, savait passé des derrière. choses. Maintenant, si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment, allez-y, profitez-en, parce que... Je n'ai pas compris quelque chose, Georges, je suis désolée. À un moment, tu parles de l'intervention que tu souhaiterais des forces internationales de l'ONU pour que cette majorité musulmane n'en profite pas pour bouffer la majorité chrétienne. Ah, d'accord. Comment on va trouver une garantie aux chrétiens D'accord. que les musulmans... Je ne sais pas, il faut trouver une solution, mais laquelle? D'accord. Moi j'ai dit il faut des forces de l'ONU pour... D'accord. Les casques bleus de la légitimité. Oui. Parce que cette plainte existe, elle est légitime en plus. Moi je partage, oui. N'hésitez pas, allez-y. Moi, j'aurais peut-être une question. Qu'est-ce qui se passe quand un musulman critique l'islam au Liban? Au Liban, rien du tout. C'est un pays, comme j'ai dit, de liberté. Il n'est pas emprisonné comme en Iran, il n'est pas guillotiné. Et il y en a qui le disent, il y en a qui affichent leur athéisme. Le Liban, de ce côté, c'est les bienfaits, si tu veux, de la présence française au Liban. Au moins, on a ces libertés formelles qui existent bel et bien.
Donc personne ne lui dit rien du tout. Maintenant, s'il dit cela et qu'il est dans un quartier fondamentaliste, daeshiste à Beyrouth, dans certains quartiers de Beyrouth, et il va afficher ça, évidemment, il peut avoir des problèmes. Je veux dire, à l'échelle du Liban, surtout au niveau juridique, nous avons l'article 13 de notre constitution qui dit la liberté d'expression, de parole existe complètement. Non, mais quand tu dis des problèmes, c'est-à-dire quel problème il peut avoir dans les quartiers Dans les quartiers, des gens il est expulsé, il est emprisonné. Écoute, on peut le tuer si vraiment on est dans un quartier et que quelqu'un est en train d'insulter leur Aïcha et leur je sais pas qui, etc. On peut le tuer. Mais au moins, on peut l'isoler, ne pas lui donner des fonctions, puis peut-être une bagarre, peut-être qu'il sera battu. Oui. Il ne faut pas dire ça dans un quartier, dans un environnement très fondamentaliste. Tout fou, quoi. Mais ailleurs, à Beyrouth, nous, on a fait un colloque. C'est vrai que le lendemain, on a eu dans le journal, on a eu droit à un article contre moi qui dit voilà, Georges, il amène les libres penseurs des athées au Liban. C'est un agent de la CIA, moi. Il fait tout pour que l'université libanaise devienne athée et qu'il a un grand salaire. C'est quelqu'un, un professeur, un collègue à moi qui dit ça dans un journal le lendemain, lorsqu'on a fait ce colloque. Mais personne ne nous a condamnés. On peut. C'est pas du tout comme en Iran. S'ils disent un mot si quelqu'un ne fait pas le jeûne, il est non, le Liban, il y a beaucoup de liberté. En Syrie aussi, mais on va voir maintenant comment ça va. En Syrie, de ce côté, oui, même sous Bachar el-Assad, il y avait une certaine liberté. Maintenant, avec celui-là, on ne sait pas bien. Vous pourriez un peu nous expliquer comment est constitué tout ce qui est autour de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. L'éducation. Nous avons l'éducation nationale, comment, par rapport à tout ce que vous avez dit sur les fractionnements de population et tout, comment tout à fait. L'éducation familiale, l'éducation religieuse prend le dessus sur l'éducation publique. Nous avons des écoles publiques, évidemment. Mais les enfants, j'ai déjà dit au début que tout le monde, la plupart sont croyants, en dehors de la minorité intellectuelle, etc. Donc, l'éducation, elle est religieuse dans les écoles. Les filles sont voilées, les filles dans les quartiers musulmans, pas toutes évidemment, elles sont voilées. L'éducation est religieuse, ils doivent jeûner, les enfants de 6, 7, 8 ans, ils doivent jeûner, sinon pas de la violence, et ça c'est écrit dans des hadiths. C'est très malheureux. Donc l'éducation, elle est plus religieuse dans les familles. Mais l'école publique existe. Maintenant, chez les chrétiens, chez une partie des sunnites, l'éducation est très évoluée. Il n'y a pas de voile, au contraire, c'est très francisé. Surtout dans les quartiers chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais dans certains quartiers, l'éducation est religieuse. Vous voyez, donc elle a le dessus sur l'éducation nationale. Malheureusement. Hein. Et au niveau politique, comment vous voyez la relation, comment vous les jugez ou pas, avec la France par exemple, on parle beaucoup du Liban chez nous, au niveau politique. Comment vous voyez ça de votre côté? Le Liban a gardé une très bonne relation avec la France. Et la France, c'est vrai qu'elle était un peu timide, elle n'a pas été vraiment présente durant la guerre libanaise, au niveau des soutiens, tout ça. Mais dès que la France sent que c'est les autres qui vont prendre sa place, elle vient au Liban. Et Emmanuel Macron est venu personnellement dans les rues de Beyrouth lorsqu'il y a eu l'explosion. Et puis il n'y a pas longtemps, il est venu encore une fois. Quand il est venu, il est allé visiter Férouz, notre chanteuse nationale. Oui, ça veut dire que bon,
Pour la France, le Liban reste un pays ami dans cette région. Maintenant, jusqu'à quel niveau la France peut aller pour aider, à mon avis, il faut qu'elle soit présente. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'éducation nationale, le français, c'est une langue non seulement obligatoire, mais la plupart des matières qui sont enseignées au brevet, seconde, bac, terminale, la plupart des matières sont en français ou en anglais, donc langue étrangère. Donc la francophonie, elle est là dans l'éducation nationale. C'est pour ça que les Libanais, on dit ils parlent français parce qu'ils étudient le français depuis tout petit. Est-ce que le Hezbollah est omniprésent? Est-ce que Le Hezbollah. il est omniprésent depuis une vingtaine d'années, pas seulement omniprésent, il a la même mise sur l'État. Il a la même mise complète sur l'État. Beaucoup d'argent qui vient de l'Iran. Et ici, entre parenthèses, pourquoi il y a des gens qui sont allés vers le Hezbollah? À mon avis, à 80% pour l'argent. Parce qu'ils ont des salaires. S'il meurt, sa famille, elle a des indemnisations, etc. Et en même temps, l'État libanais, l'État maronite libanais, chrétien, quand les chrétiens avaient plus de pouvoir, ils ont toujours marginalisé les chiites. Donc, la réaction des chiites pro-Hezbollah, à mon avis, c'est une relation compréhensible. L'Iran, pour eux, évidemment, ils ont pris tout de suite, ils voulaient des sous, ils n'avaient pas vraiment des postes importants, et ils sont allés vers le Hezbollah. Maintenant, en même temps, il y a eu une grande exagération, même mise complète sur l'État, des idées complètement rétrogrades, on ne salue pas la femme, on ne boit pas. Moi, j'étais directeur de faculté, il fallait que ceux qui boivent, ils doivent être de ce côté, ceux qui ne boivent pas, les professeurs allaient de l'autre, ils ne se mettaient pas sur la même table, parce que nous, on va boire de l'arabe, évidemment. Non mais donc ils ont c'est pour dire que il y a une mentalité rétrograde quand même pour nous athées, que ce soit chrétiens ou musulmans, c'est la même chose. Les deux sont dans la fantasmagorie religieuse. Mais chez les chrétiens, tu peux vivre avec. Chez les sunnites, maintenant, tu peux vivre. Les sunnites de Hariri, par exemple, de Tayyar al-Mustaqbal. Mais le Hezbollah, même il y a l'autre mouvement Amal chiite, tu peux vivre avec eux aussi. Tu peux boire, tu peux sortir, tu peux. Le Hezbollah, c'est très fondamentaliste, c'est très iranien. Alors tu me dis, s'il a la même mise, plus maintenant. Maintenant, on l'a liquidé complètement. À mon avis, il n'y a plus de Hezbollah. Même s'ils vont gagner maintenant dans les élections municipales, même s'il y a des gens pour eux, mais tant qu'ils n'ont plus les armes, la branche armée, ça n'existe plus. Après, à mon avis, il y a des gens qui vont partir. D'ailleurs, il y a beaucoup qui ont voyagé, qui sont partis. Et petit à petit, à mon avis, le Hezbollah devient un petit parti politique comme les autres. Et à mon avis, il ne sera pas très fort, quoi. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de crainte au niveau du Hezbollah. Ça, c'est mon avis. Mais bon, c'est l'Iran, c'est là-bas où il faut faire des choses pour changer un peu ce régime. Il y a 2 Français, il vient de me dire, Luc, il y a 2 Français qui sont dans les prisons depuis 3 ans. On ne sait pas pourquoi. Parce que soi-disant, c'est des espions. Et ils sont dans une chambre lamentable. Ça, c'est un régime. Bon, parfois, tu te demandes, Donald Trump, tu sens que tu es pro-Donald Trump juste pour finir avec l'Iran. Alors que nous, on n'est pas du tout Donald Trump. Mais ces régimes, il faut tout faire pour qu'ils n'existent plus sur la planète, quoi. Ces régimes répressifs, comme l'Afghanistan, par exemple. Je ne sais pas si c'est l'Afghanistan ou un autre là, qui vient d'interdire de jouer aux échecs. Oui. C'est L'Afghanistan. c'est ça. Alors qu'il y avait d'excellents joueurs d'échecs qui viennent de leur interdire de jouer aux échecs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont pu inventer encore? Pourquoi C'est un jeu. D'un autre côté, est-ce que, c'est embêtant, on est obligé quand même de parler un peu de géopolitique, mais est-ce qu'Israël ne vise pas à s'emparer un peu du Liban?
À mon avis, non. Non. Non, déjà, ce n'est pas dans son intérêt de faire ça. Ensuite, à mon avis, il n'y a pas cette volonté d'occuper le Liban et de l'annexer à Israël. Il y a certains qui disent qu'Israël a un projet de grand Israël. À mon avis, non. Mais par contre, Israël veut faire la paix avec le Liban. Et le Liban, il va faire la paix avec Israël bientôt. Vous allez voir. Bientôt, lorsque le Hezbollah il prend son vrai volume, le Liban officiel, il n'est plus contre une certaine paix avec Israël. Mais déjà, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie, bon, pourquoi pas le Liban. À mon avis, les Libanais, avant tout le monde, voulaient la paix avec Israël, mais le contexte fait que maintenant, ils le disent bien. Mais ça d'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on a dit il y a des pourparlers sur ça. Pardon. Oui, il y a une rencontre entre Trump et les dirigeants libanais, Oui. syriens, là, non? Oui, Par rapport aux accords d'Abraham. tout à fait. Oui. Voilà, les accords Abraham, c'est en cours. Donc la Syrie et le Liban, ils vont faire la paix avec Israël, à mon avis. Maintenant, Et moi, j'avais une question à poser, parce que nous, ici, par rapport à toute l'oppression religieuse, à un moment donné, il y a eu l'encyclopédisme. Il y a eu Diderot, d'Alembert, il y a eu tout un mouvement comme ça, intellectuel, qui a rédigé, écrit, et puis qui ont fait l'encyclopédie. Et ça a un peu préparé la Révolution française, quoi. Est-ce qu'il y a dans le monde, dans le Moyen-Orient, ce mouvement un peu qui remet en cause les vérités révélées, la religion, l'islam, mais sur un plan intellectuel? il y a moi. Non, mais il y a beaucoup au Liban. Voilà. Non, mais il y a beaucoup au Liban, beaucoup de gens, de penseurs, si vous regardez sur Facebook, il y a beaucoup. Rien que les communistes. À une certaine période, on pensait que ça y est, le Liban va devenir gouverné par des communistes. Donc, ils existent, il y a beaucoup d'écrits aussi, il y a un livre sur l'athéisme, rien que nos traductions de les livres pensés, à mon avis, c'est quand même c'est une grande chose, quoi. Non, à mon avis, il y a beaucoup qui écrivent dans ce sens, dans le sens de la laïcité, dans le sens philosophique. Les plus grands philosophes au Liban sont athées. Je vous raconte l'histoire de Hussein Mroui. C'est un cheikh chiite qui est allé, comme Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, ils étaient d'ailleurs peut-être le même âge. Il est allé à Najaf pour faire cheikh, pour étudier, quoi. Il est revenu marxiste, Hussein Mroui. Et il a fait un gros livre sur les tendances matérialistes dans l'islam. Donc il essayait de voir où est-ce qu'on peut trouver du matérialisme dans l'islam. C'est quelqu'un qui a été assassiné, il avait 85 ans sur sa chaise roulante. Il a été assassiné chez lui par, on va dire, le Hezbollah. Je ne sais pas en quelle année, mais peut-être dans les années 85, par là. Donc c'est pour dire que même au niveau des chiites, il y a des gens qui sont créateurs et qui sont laïcs, finalement. Et puis dans la pensée arabe, nous avons des philosophes très importants, égyptiens par exemple, qui ont Ali Abdelrazi par exemple. D'ailleurs, dans les écrits de la libre pensée, vous trouvez tout ça. Ali Abdelrazi, il a fait des études en France, il est revenu en Égypte, il a fait un livre sur le fait que le Coran ne dit pas du tout qu'il faut que les musulmans gouvernent. Non, il y a la séparation entre la religion et l'État dans l'islam. Et son livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français, avec Abdelrazi. Donc il essayait de dire que l'islam est laïque. Mais il faisait ça surtout pour que les gens deviennent moins fanatiques, etc. Donc non, ne t'en fais pas, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette direction. Parce qu'il y a deux formes de Coran, non? Comment? Il n'y a pas deux formes de Coran, deux versions de... Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il y a une trentaine de versions. Ah. Oui, d'ailleurs, c'est normal parce que c'est tellement fou, c'est tellement irrationnel que pourquoi on va exclure? Non, mais j'ai entendu qu'il y a une trentaine et que cette version, c'est celle qui a.
le Coran, c'est un ramassis de concepts chrétiens et judaïques, donc aussi bêtes, on va dire. Et puis, dans le Coran, il y a en plus la violence, les positions contre les femmes. Mohamed, il était, comme on dit, pirate, c'est-à-dire il arrêtait les gens, il prenait ce qu'ils avaient, et puis les femmes, puis c'est pas du tout comme l'évangile, c'est le même irrationalisme, mais c'est vrai que là c'est flagrant, c'est comme il s'appelle Michel Houellebecq, il dit toutes les religions sont cons, mais alors l'islam c'est le plus con. Oui, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont finir. Mais le monde change maintenant, le monde bouge. Bien que, encore une fois, je dis, il faut regarder du côté de l'Arabie Saoudite. C'est incroyable ce qui se passe. Et moi, j'avais encore une question par rapport à la situation actuelle en Palestine. Quels sont les rapports en dehors du Hezbollah, le nord d'Israël, où il y a encore des Palestiniens? Est-ce que des mouvements de la société civile, je ne vais pas dire ce mot-là, mais qui ne soient pas le Hezbollah, au Liban, est-ce qu'il y a des rapports avec la société, enfin avec les mouvements palestiniens? Bon, à Gaza, c'est pas possible, personne ne rentre et ne sort de Gaza, mais au nord d'Israël, est-ce qu'il y a des liens entre les Israéliens et... Enfin, israéliens, non, plutôt, enfin, la population palestinienne qui reste au nord d'Israël, qui sont tout près du Liban. Est-ce qu'il y a des rapports ou pas du tout? Dans quelle région ils sont? Je ne sais plus le nom. Au nord d'Israël, il y a les Juifs, il y a les Israéliens. Il ne reste plus du tout des qui sont partis, maintenant je ne sais pas s'ils sont revenus. Mais... Oui, je ne sais pas. Je pensais qu'il restait quand même des villages palestiniens. Non, mais... Je ne sais pas. Il n'y a pas de tradition. De toute façon, il y a des relations, surtout maintenant avec Internet et tout. Il y a des relations entre les associations libanaises et les associations palestiniennes. Et maintenant, la question, est-ce que Gaza va continuer ou est-ce que va continuer à être palestinienne ou bien là, il y a un risque, Gaza, parce que Hamas aussi, son attaque, moi je suis contre son attaque. Israël, c'est un pays qui occupe la Palestine. Mais Hamas, cette attaque, elle est, je ne sais pas comment on l'a décrit, c'est 1300 personnes tuées, des civils, des jeunes. C'est quoi? C'est une... Comment on peut comprendre ça à travers un esprit révolutionnaire? C'est pas possible. Et en plus, Hamas, si on cherche un peu plus, ils ont beaucoup de sous, ils sont affiliés avec le régime, le pire des régimes répressifs dans le monde, c'est l'Iran qui leur donne les sous. Et donc ces gens-là, ils voient les petites filles, pas de la force à Gaza. Donc franchement, entre nous, lorsque tu as Israël et tu as un fou fondamentaliste qui veut voiler ma fille, moi je dis plutôt Israël, hein, parce que c'est plus ouvert, c'est plus... Même si dans l'histoire, il faut reconnaître et il faut arriver finalement à la solution qui consiste à faire deux États. Un État palestinien et un État israélien. Bon, c'est des grandes questions, hein, mais nous, on se prononce comme ça. Je pense que je ne crois pas. Il y a énormément de haine. Ça dure depuis des années et des années, ces conflits-là. C'est dur, je veux dire. Ils ne pourront jamais vivre ensemble. Moi j'y crois pas. Hein. À mon avis, ça va se faire. Il y aura deux États un jour. C'est bien. Génération, une autre direction palestinienne, si, comment il s'appelle, de l'organisation de la Palestine, peut-être, oui, si le Hamas est marginalisé et mis dehors, et que les Palestiniens de la Munazama al-Tahrir, de l'organisation de libération reviennent, à mon avis, il y aura, dans une forme quelconque, deux États. Mais qu'est-ce qui va rester quand on voit la Cisjordanie qui est complètement bouffée par Israël? À mon avis, il y aura comment créer un État palestinien? Moi j'ai du mal de le voir aujourd'hui. Hein. Les populations sont quand même bien décimées. À mon avis, c'est simple. En une semaine, tu peux rapetisser tout ça et puis déclarer deux États. Et bien abîmé. Hein. Quand il y a la volonté internationale et chez tout le monde, à mon avis, on peut arriver à faire ça. Et Israël ne va pas renoncer à tous ces territoires qu'il a volés. Et en plus, c'était calculé par avance. Hein.
Je sais pas, j'ai- Et moi, donc, j'ai- je te dis, avec l'organisation de libération de la Palestine, il se peut qu'ils arrivent à une formule technique. Parce que ça ne peut pas aussi, c'est pas imaginable de rester comme ça sans, et que les Palestiniens soient sans rien du tout. C'est même pas dans l'intérêt d'Israël. Vous voyez, donc à mon avis, il va y avoir, mais bon, c'est pas grand. Ça, c'est la géopolitique, comme tu as dit. Et ça varie, ça change. Dans la présentation qui a été faite de la libre pensée, j'ai retenu un terme qui me semble véritablement le centre, c'est l'humanisme. Et moi, je suis, en tant que vieil homme, je suis complètement effaré de voir qu'aujourd'hui, on assassine des enfants, on assassine des femmes, on assassine des hommes. Vous avez parlé de des laits, là-dedans, il y a tout dans la bande de Gaza. Et on regarde. On regarde. Et vous voyez, même là, dans ce que vous présentez, je ne sens pas, si vous voulez, une volonté de dire halte véritablement à ces tueries, parce que on arrive à 50 000, il y a combien d'innocents dans les 50 000? Il y en a combien? Beaucoup, mais c'est qu'on n'a pas parlé de ça. Non, mais je veux dire... On n'a pas touché cette question. Vous avez tout à fait raison, c'est du génocide, ce qui se fait à travers Netanyahou. Mais cela n'a pas de rapport avec ce qu'on disait sur les autres questions. Ça, oui, si on prend ça de manière isolée, c'est pas imaginable. Moi, je voudrais dire quand même, par rapport aux solutions de paix qui sont envisagées et envisageables aujourd'hui, ce sont d'abord des solutions néolibérales. Et ça, c'est très, très inquiétant. Les solutions, à quel niveau? Parce que ce sont des... partout dans... C'est du business. Partout, en fait, Oui. c'est les intérêts financiers qui prévalent. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai commencé Donc ce par sont la des question solutions néolibérales. Oui, tout à fait. Et les solutions néolibérales, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, le peuple, ils n'en tiennent pas compte. Ils pensent à leur argent et au fait qu'il y a trop de monde sur Terre. On ne peut pas les nourrir. Donc, moins il y en a, mieux on se porte. Et ben, on en est là avec la Palestine. Ah, vous croyez que ça a un rapport avec les tendances néolibérales pour finir avec une partie des gens? Ça en fait partie. Non, moi je ne partage pas cette idée. Par contre, moi je dis qu'effectivement, d'ailleurs on l'a dit, actuellement c'est le néolibéralisme parce que après les conneries des soviétiques et du stalinisme, on est arrivé à cela. Mais bon, malgré ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même il y a de l'action qui se fait. Avec la France insoumise, avec les jeunes libertaires qui continuent à lutter en France, les manifestations. Tout le monde a peur maintenant de la gauche française qui revient. Moi, je ne serais pas aussi pessimiste. Mais évidemment, le néolibéralisme maintenant, c'est là, c'est le marketing, c'est le... Oui, mais puis après le capitalisme, il arrive à un certain moment où c'est... il ne peut plus continuer. Donc, avec la lutte des gens qui sont défavorisés, à mon avis, les choses vont changer. Je peux vous parler ici d'un livre qui est fait par un ami à moi, un communiste libertaire qui s'appelle Jean-Luc Dutriez, qui était à l'Union... l'UCL. Qui était le mais bon, ils ont fait scission, comme vous savez, chez les anarchistes, tous les quatre, ils font 3 sessions. Et donc, il a maintenant une plateforme, il a écrit un livre dont le titre « Construire un monde non capitaliste ». Vraiment à noter chez vous. Construire un monde non capitaliste chez l'Art 20 ans. En 2024, il est sorti ce livre. Moi, je l'ai traduit en arabe. Les 2 tomes sont traduits en arabe et Jean-Luc vient la semaine prochaine au Liban, au Salon du Livre, et on organise une grande conférence pour lui, autour de ce livre. Donc c'est un livre qui vient un peu, comme on dit, à contre-sens. Et dedans, vraiment, il a des idées vraiment, franchement importantes.
vraiment un livre que je recommande. Moi, j'aurais une question encore subsidiaire par rapport au mouvement ouvrier et les syndicats. Est-ce qu'ils existent? Comment ils s'organisent? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, est-ce que ce sont des syndicats laïques ou confessionnels? Attends, alors, le syndicalisme libanais, il a toujours été le reflet des partis politiques. Et quand on a dit parti communiste en recul, donc syndicat en recul. Maintenant, en même temps, quand on a dit mainmise du Hezbollah, etc., aussi, ça a eu des répercussions sur l'échiquier syndical. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une union des unions ouvrières, la grande union qui rassemble tout le monde, qui est inféodée à l'État. C'est simple. Et pourquoi? Parce que depuis une vingtaine d'années, on a pondu des syndicats juste pour qu'ils puissent avoir des voix dans les élections, et puis après, depuis, il n'y a plus eu de manifestations, il n'y a plus eu d'augmentation de salaire, donc ils ont tué le mouvement syndical comme ça. Maintenant, le syndicalisme à l'origine, c'est un syndicalisme laïque, voire athée. Donc le syndicat, d'ailleurs le seul syndicat qui bosse actuellement, c'est un syndicat qui était jadis proche du PC, mais maintenant il s'est séparé du PC, et c'est lui qui bosse avec les gens qui ont des loyers qu'on compte chasser de leur appartement, etc. Donc en résumé, il n'y a plus de syndicalisme laïque actuellement, il est inféodé à l'État. On espère avec le nouveau ministre, là, j'espère que les choses vont changer. Et puis nous avons le travail des domestiques au Liban, qui est une catastrophe, qui est une honte. Alors ils amènent les domestiques du Sri Lanka, de l'Inde, etc. Et ils les exploitent. Et il n'y a même pas une loi qui les encadre. Il y a un décret très timide avec des décisions prises par les bureaux qui les amènent. Donc il peut l'interdire à aller le week-end, il peut lui demander de travailler tout le temps. Moi j'écris tout le temps sur ce problème. Il y a des suicides et il y a des crimes commis par ces domestiques contre des crimes, des meurtres contre leur employeur. Donc ça c'est dans la foulée. C'est pour dire que non, il y a une régression par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, est-ce que dans le syndicat, il peut y avoir dans le même syndicat des gens de confessions différentes? Oui, mais en même temps, il y a des syndicats, tels syndicats, ils sont tous chrétiens. Tels syndicats, il y a la division aussi reprennent dans le syndicalisme, malheureusement. Mais il y a quelques syndicats qui sont mélangés. Pour ce qui concerne. Et même au niveau de la Confédération des travailleurs, on les choisit moitié-moitié. D'accord. Moitié représentativité. Et voilà. En ce qui concerne la solution là, par rapport au problème palestinien, deux États ou un État. Bon. Déjà, moi je pense déjà que c'est au peuple palestinien de décider après de ce qu'il veut. Mais au niveau de la Fédération nationale de la libre pensée, en tout cas on pense que la solution, bon, peut-être une nuance là-dessus, mais la solution à deux États n'est plus possible. Je veux dire, n'est pas possible. Voilà, on pense plutôt par un seul État unique où on aurait à la fois les, je veux dire, des laïcs, des athées, les musulmans, les juifs, etc. ensemble. C'est un seul État, voilà. Moi, personnellement, je suis plutôt. Alors maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas décider par rapport au peuple palestinien, mais je pense que. D'ailleurs, il y a un commissaire de l'ONU qui a démissionné il y a 1 an ou 2 ans. Il a dit clairement, il était commissaire aux droits de l'homme et qui a dit clairement que lui, il démissionnait, que de toute façon, que la solution pour lui à deux États était une tartufferie, quoi, une plaisanterie, parce qu'il est actuel des choses. Donc, voilà. Après, c'est des discussions que tout le monde a dans tous les partis, toutes les organisations entre nous, deux États ou un État. Bon, mais. C'est un État donc tenu par les Israéliens et que les Palestiniens s'intègrent dedans. Non, un seul État. Un seul État avec. Les Palestiniens et les Israéliens. Ouais. Ben, binational. Binational. Non, je comprends. C'est ce que dit Rima Hassan, pour un Monsieur le Président, c'est que
palestinien-israélien, c'est ça la question? Oui, mais après, après, on envisage des choses, mais La question de savoir si la solution elle sera à un État ou à deux États, actuellement, elle est un petit peu secondaire. oui, Ce qui est urgent, c'est de trouver une solution de cessez-le-feu et de protéger les civils qui restent à Gaza, en Palestine, en Cisjordanie, et de trouver une solution et de mettre en place comment on discute de la paix et qu'on arrête de massacrer les enfants. Voilà. Je pense que ça passe quand même par la solution à deux étapes, mais par la reconnaissance en fait du droit international. Et après, il y a, je dirais, les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir s'autodéterminer, quoi. Mais ça passe forcément par le droit international, parce que sinon, on va vraiment vers tous les excès possibles et imaginables du néolibéralisme. c'est vrai qu'on a tous des nuances, on pourra en discuter. C'est vrai. Bon. Et il a raison, Stéphane, hein, que maintenant, vu l'état actuel, je pense qu'il y a urgence à ouvrir les yeux surtout. Et puis quand on voit les dernières interventions de certains qui avant auraient considéré que certains étaient antisémites parce qu'ils soutenaient le truc de Palestine, on les voit arriver maintenant, enfin, entre guillemets, ça me fait bien rire parce que ceux-là, on en a vu deux récemment, comme Anne Sinclair, qui n'a rien eu les deux. Hein. Et puis finalement, maintenant, comme ils voient que ça tourne mal, enfin bon, c'est un peu, c'est des positions un peu, enfin bref. Enfin, pas bref. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Écoutez, je crois qu'on peut remercier Georges. Voilà, merci beaucoup pour nous avoir donné des explications. Nous, souvent, on parle des pays comme ça, en dehors. Et là, au moins, on a eu des... Voilà, on a eu quand même une visite du Liban par un Libanais. C'était très important. Quelqu'un qui connaît la situation. Voilà. Voyager. Bon. Donc voilà. En tout cas, merci à lui. Et merci à vous d'être venus. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aider au financement un peu des... même si ce n'est que 10 €, 20 €, ça compte énormément. Ça compte entre chez lui. Après, bon, il y a des associations à aider. Voilà, il y a des choses, donc, vous savez, des petites sommes pour les mandrivières, c'est important, voilà. Merci. Merci à toi. On peut le remercier pour la sagesse de son discours. Merci. Oui. Un grand optimisme, chapeau. Oui, c'est ça. Moi, je serai comme ça. La nuance, moi je dirais. Oui. Mais la question de la laïcité est importante. La question laïque est effectivement très importante. Parce que la laïcité, c'est l'universalisme. C'est la nature qui va changer les choses. C'est la démocratie. Sans laïcité, il n'y a pas de démocratie. Et la vraie laïcité, je veux dire, loi de séparation des églises et de l'État de 1905, pas ce que font certains actuellement en essayant de faire des lois anti-musulmans, parce que c'est ça qui se passe. Il faut dire les choses. Merci à tous. Et puis ceux qui avaient apparemment